La problématique des transports urbains dans la capitale était au centre de la rencontre qui a réuni autour du Premier ministre, le ministre des Transports, son collègue des Finances et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Dans un autre registre, le Premier ministre Matata Ponyo appelle tous les partenaires de la RDC à œuvrer pour le retour de la paix à l'est du pays. Soir actualité 20h, Angèle Madiala Landou. Heureuse d'être avec vous pour ces 30 minutes d'information, mesdames et messieurs, bonsoir. Jean Kamisendou, le nouveau gouverneur du Bandundu, a été reçu ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. À l'occasion, il a présenté ses priorités à la tête de la province. Reportage Jean-Pierre-Henri Kassanganambengo. 30 avril 2012 au gouvernorat de la province de Bandundu, au terme d'une course serrée où il avait compéti avec 4 autres candidats devant l'Assemblée provinciale, inspiré par l'idée d'effectuer le tour des animateurs des principales institutions nationales établies à Kinshasa, la ville-province, dans l'espoir de bénéficier de leurs conseils avant d'entrer en fonction, Jean Kamisendou Kutuka a choisi d'introduire cet exercice en approchant le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Il eût été étonnant de sa part de ne pas profiter de l'occasion pour dévoiler quelques facettes de sa feuille de route, comme par exemple la volonté de mettre la province de Bandundu dans le train de la révolution de la modernité, la maximisation des recettes de sa juridiction pour s'offrir ainsi les moyens conséquents de sa politique, ainsi que l'ardent désir de redonner au Bandundu sa réputation datant de grenier de la République démocratique du Congo à travers la relance de l'agriculture, l'élevage et la pêche. Le ministre chef du gouvernement a réuni autour de lui le ministre des Transports et des Voies des Communications, son collègue des Finances ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa. De quoi il a été question au cours de cette réunion? La réponse avec Guy Matundu et Gisèle Ngalouampoy. Ayant paralysé la capitale congolaise en ce début de semaine, était au cœur de cette réunion autour du chef de l'exécutif national. Pour parer à toute éventualité, des mesures à court, moyen et long terme ont été prises. Pour le renforcement de l'ONATRA qui doit nécessairement maintenir ces 5 rotations par jour au lieu de 3, parce qu'il a déjà commencé à appliquer 5 rotations par jour au lieu de 3. Ça, c'est l'axe gare centrale et ça va vers Matete et puis ça continue. Et maintenant, il faut nécessairement que l'axe gare centrale, Kinsuka et qui continue par là, puisse aussi être restauré. Ça, c'est sur le plan train urbain. Maintenant, il y a la STIC et la City Train qui sont des sociétés de transport routier. Là aussi, il y a 25 bus pour STIC qui sont à petite réparation, qui doivent être réhabilités immédiatement, ainsi que 46 autres bus à réhabilitation qui doivent aussi être réhabilités. Du côté des City Train, il y a aussi une quarantaine de bus qui doivent être réhabilités et très vite. Ceci va permettre d'accroître l'offre en transport public, à commander 200 bus de grande envergure. Et ça doit se faire très vite. Nous allons examiner la possibilité de défiscaliser les importations des bus à partir de 20 places et au-dessus. Et là, nous allons voir dans quelle mesure ça doit être des bus neufs ou à la rigueur qui pourraient être âgés tout au plus de 5 ans. Et au-delà de ça, nous disons qu'il faudra à terme arriver à avoir une usine de montage et d'assemblage de bus à Kinshasa, éventuellement à Lubumbashi. Ceci va permettre d'avoir une maîtrise en termes de maintenance des pièces de rechange. Quant aux constructions anarchiques érigées le long de la voie ferrée, d'autres mesures sont envisagées. La voie ferrée est prioritaire. Et s'il faut qu'on en arrive à une espèce d'indemnisation pour que ceux qui ont construit soient délogés pour laisser passer les trains, on y arrivera. Le colloque international sur la francophonie est à sa 2e journée. Alors qu'il présidait la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Matata Ponyo a évoqué la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Le chef de l'exécutif national a saisi l'opportunité de ce colloque international en prélude au sommet de la francophonie pour évoquer la question de la sécurité dans la partie est de la RDC. Il appelle l'ensemble des nations et prises de paix à œuvrer dans la synergie
pour rétablir la sécurité dans la sous-région. En effet, depuis une vingtaine d'années, la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à d'incessants conflits armés qui constituent une réelle menace pour la paix dans la sous-région et se manifestent aussi par des violences et atteintes à l'intégrité physique de nos citoyens. Il est en effet que les rébellions ne tiennent que lorsqu'elles bénéficient du soutien de la population locale, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, ou d'une base arrière dans un pays voisin. Ainsi, pendant que la République démocratique du Congo s'efforce, avec le leadership de son président, de mettre hors d'état de nuire les groupes armés négatifs, il est également impérieux que toute la communauté internationale travaille en synergie à la consolidation de la paix dans la sous-région en poussant tous les États concernés à éviter de servir d'appui quelconque à ces groupes. J'exprime donc toute mon appréciation sur le fait que la question de la préservation et de la consolidation de la paix préoccupe la francophonie et que ces colloques se proposent également d'aborder parmi les sujets à rappeler et à problématiser tels qu'indiqués dans la note d'information susmentionnée. Ce colloque international va tirer ses rideaux ce vendredi 25 mai à Kinshasa. Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu aujourd'hui avec l'ambassadeur de Tunisie en République démocratique du Congo. Célestin Tounda Yakasende et son hôte ont évoqué plusieurs questions d'intérêt commun entre les deux pays. Et pendant ces temps, le ministre Raymond Tshibanda Tunga Moulongoy recevait l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Reportage Jean-Louis Ilunga et Jacques Kababa. L'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Clément Duhem, a réaffirmé au cours d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Raymond Tshibanda Tunga Moulongo, les soutiens de son organisme à la réussite du 14e sommet de la francophonie qui se tiendra en octobre prochain à Kinshasa. Les deux personnalités ont passé en revue les points sur tous les enjeux pour la réussite de ces sommets, un sommet important pour les pays francophones, car pour la première fois, 75 chefs d'État et de gouvernement de l'espace francophone vont converger à Kinshasa pour échanger sur les grands enjeux de l'avenir. M. Diem a annoncé aussi la tenue dans les tout prochains jours d'une réunion du comité de pilotage pour s'assurer qu'en octobre, toutes les conditions soient réunies pour la réussite de ces sommets pour lesquels il s'est dit fier de sa tenue à Kinshasa. Au sujet du colloque scientifique de Kinshasa, il a fait savoir que l'OIF attend non seulement des échanges entre le gouvernement sur l'état d'engagement de la francophonie, sur les grandes questions à savoir la démocratie, les droits de l'homme, mais aussi les questions de développement économique. Les relations diplomatiques entre la RDC et la Tunisie s'améliorent davantage. C'est dans ces cadres que le vice-ministre des Affaires étrangères, Maître Célestin Tounda Yakasende, a examiné l'état de la coopération bilatérale entre la RDC et la Tunisie au cours de l'entretien qu'il a eu avec M. Ezzedine Zayani, l'ambassadeur de Tunisie en RDC. L'hôte du vice-ministre Tounda a indiqué qu'ils ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale qui, du reste, est excellente. Pour l'instant, il est question, a-t-il dit, de donner un nouvel élan dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Madame Loukoussa, chargée d'affaires de la RDC en Tunisie, qui a pris part à cette audience, s'est dite satisfaite des échanges qui se font dans les domaines de l'éducation et du comportement des étudiants congolais en Tunisie. Revue avec le ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie terminée. L'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie a pris la direction du ministère de la Jeunesse, Culture et Arts. Au menu, la participation de la République démocratique du Congo au prochain Jeux de la francophonie. Pierre Mbouillou. L'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Clément Duhem, a été reçu cette matinée en audience par le ministre de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts, Baudouin Banzamukala Songo. Dans un échange fructueux, les deux personnalités ont passé en revue divers sujets liés au succès culturel du 14e sommet de la francophonie prévu en octobre prochain à Kinshasa. Parmi les dossiers traités, un accent particulier a été mis sur la réhabilitation des 14 centres d'animation culturelle et de lecture avant le début de ces rendez-vous planétaires sur le sol congolais. En plus, le ministre Banta et son hôte de marque
ont évoqué les grandes lignes de l'environnement culturel du 10 sommet, sans oublier une projection spatio-temporaire des prochains Jeux de la francophonie en 2013, épreuves sportives et culturelles qui connaîtront la participation d'une forte délégation congolaise. Les francs succès culturels du sommet de la francophonie en RDC nécessitent l'implication de tous les acteurs culturels, a conclu l'administrateur de l'OIF au sortir de cette audience. On a regardé ensemble, quelques mois avant le grand sommet de la francophonie, les dossiers du secteur culturel. Et j'ai dit à M. le ministre à quel point nous, l'organisation, puisque c'est votre maison, c'est la maison de la République démocratique du Congo, eh bien, de faire appel à nous quand il en aura le besoin pour des expertises ou pour répondre à la mise en valeur de la culture, de la magnifique culture de ce beau et grand pays. Amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo oblige. 11 membres du gouvernement faisant partie du comité des pilotages ont tenu leur première réunion de prise des contacts hier. Le récit avec Peggy Mukundakani. Je dis... ont pris part à cette première réunion de prise de contact du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements en RDC. Au cours de cette rencontre tenue au ministère du Plan et suivie de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, toutes les informations ont été fournies pour le fonctionnement de cette réforme qui est une action prioritaire en ce moment-ci pour les 100 jours du gouvernement. Il faudra donc harmoniser tout le travail pour cette durée, aligner des propositions de chaque ministère en collaboration étroite et franche entre toutes les institutions, assurer le suivi et l'évaluation de l'exécution de mesures prises. Et c'est là pour l'accélération et la réussite totale de cette réforme. Un calendrier était établi pour les rencontres. Le Fonds monétaire international est satisfait de l'exécution du programme économique du gouvernement de la République démocratique du Congo. Bilan du représentant du FMI reçu ce matin au ministère des Finances. Rikin Zoziloya pour le reportage. Novembre 2009, mai 2012, 3 ans et demi pour un programme d'accompagnement, de surveillance et d'assistance technique réussi entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international FMI. C'est la conclusion attirée par le représentant résident du Fonds monétaire international à Kinshasa. Samir Jaja l'a reconnu au cours de la séance de travail et d'évaluation du partenariat avec le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances, Patrice Kitebi, qui avait à ses côtés le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu Runika. Le FMI avait donné un apport à la balance des paiements près de 8 milliards de dollars américains. L'exercice qui a vu 3 revues conclues, une mission pour la 4e et 5e revue attendue. Les efforts du gouvernement sont d'appréciation au Fonds monétaire international, surtout que la RDC assainit les finances publiques dont l'apport de la taxe sur la valeur ajoutée TVA n'est pas négligeable. On a fait le point un peu sur les recettes depuis le début de l'année qui sont bonnes, avec des perspectives qui sont excellentes par rapport à l'ICA. Je vois que l'engagement des autorités reste très fort pour que la TVA soit un succès. Au nom du gouvernement de la République, le vice-ministre des Finances renchérit qu'il n'y a plus question des recettes inflationnistes en RDC. Les tendances sont bonnes, mais nous allons poursuivre pour améliorer davantage les recettes qui sont nécessaires sur le financement du programme du gouvernement et la révolution de la modernité telle qu'elle est prônée par les chefs de l'État. La Banque mondiale promet son appui au secteur industriel congolais. En tout cas, les petites et moyennes entreprises ne sont pas oubliées dans les différents projets présentés au ministre de l'Industrie. Le point avec Louis-Dor Balekelaï. Le directeur des opérations de cette institution financière internationale en République démocratique du Congo, qui a conduit cette délégation auprès du ministre Rémi Moussoungaï Bampale. Dans sa gibecière, M. Eustache était porteur d'une double nouvelle pour les industriels congolais et les opérateurs du secteur des petites et moyennes entreprises, à savoir le projet d'appui au secteur industriel à travers la cellule d'appui aux zones économiques spécifiques et le forum de renforcement des capacités des industriels congolais d'une part. D'autre part, un projet de développement des petites et moyennes entreprises de la République démocratique du Congo.
Auparavant, le ministre a fait un exposé magistral à l'intention de ses interlocuteurs sur le concept de la révolution de la modernité et la dimension socio-économique que le chef de l'État y rattache. Par ailleurs, le ministre Rémy Moussoungaï Bampalé avait reçu également le mardi 22 mai 2012 la délégation de la Société Générale de Surveillance venue lui annoncer la mise en place imminente d'une structure de surveillance d'automobiles en République démocratique du Congo, raison pour laquelle elle a sollicité et obtenu la promesse d'accompagnement de ce projet. C'est un projet multisectoriel qui va porter sur plusieurs secteurs d'activité par la suite. Mais je pense que l'industrie est concernée par ce projet. La Corée du Sud va bientôt investir en République démocratique du Congo dans les domaines de l'électricité et de l'eau. Son ambassadeur en poste à Kinshasa l'a annoncé au ministre des Ressources hydrauliques et électricité. J'ai cité Bruno Kapanji. Odilon Kayuma, reportage. Les ressources hydrauliques et électricité, Bruno Kapanji Kalala et l'ambassadeur sud-coréen On Sung-Lee ont examiné les possibilités de renforcer le partenariat. Cette coopération vise à mobiliser les investissements nécessaires pour augmenter la production en eau potable et en électricité à travers le territoire national. Le diplomate sud-coréen a rassuré de la volonté de Séoul à mettre tout en œuvre, ceci pour accompagner l'exécutif congolais dans la recherche de solutions en matière d'énergie. Il a aussi fait savoir au ministre Bruno Kapanji Kalala la participation de la firme Daewoo en tant que bailleur de fonds dans la construction de la centrale hydroélectrique Inga 3 dans le Bas-Congo. Ouvrage très attendu pour combler les déficits en courant électrique constatés dans le milieu urbain et rural en République démocratique du Congo. Bruno Kapanji Kalala, déterminé à relever son secteur, a remercié son hôte et félicité le gouvernement sud-coréen pour cette initiative louable. Initiative qui constitue un appui aux efforts de reconstruction nationale pour améliorer les conditions de vie des Congolaises et Congolais, comme le veut le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Signature protocole d'accord hier entre le ministère de l'Environnement et les exploitants forestiers congolais. Cet accord vise la protection des forêts congolaises contre l'exploitation illicite et artisanale, nous font dire Emendaya et Florent Ochumbe. Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme et les projets d'appui à la gestion de ressources forestières de la République démocratique du Congo viennent de signer un protocole d'accord visant à protéger les forêts congolaises. Cet accord d'une grande valeur pour la République démocratique du Congo et la communauté internationale n'est rien d'autre que le résultat de l'engagement pris par les forestiers congolais. Ceux-ci s'engagent à contribuer à la gestion durable des forêts de production de la République démocratique du Congo à travers l'aménagement forestier. Cet accord signé permettra au ministère de l'Environnement d'élaborer avec l'appui du projet les contrats entre chaque entreprise participante et les ministères. Aussitôt élaborés, ces contrats définiront les contenus de formation, les modalités de mise en œuvre ainsi que les contributions techniques, organisationnelles et financières du projet et des entreprises. Chaque partie signataire du dit accord a pris l'engagement de respecter son contenu. Pour les entreprises participantes, elles s'engagent à faciliter l'accès des participations aux formations, à leurs concessions et à fournir les informations nécessaires pour aider l'organisation des formations. Les projets, quant à lui, veillera à l'implication des entreprises concernées pour la planification des formations. Ouverture de la deuxième session du séminaire des officiers généraux et supérieurs des FARDC par le vice-premier ministre, ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants. Session axée sur le commandement et la gestion des ressources humaines et matérielles. Félix Zalometi Dondo, reportage. Des officiers généraux et supérieurs ainsi que des responsables de l'administration, de la logistique et des renseignements des FARDC en deuxième session d'une série de séminaires sur le commandement et la gestion des ressources humaines et matérielles depuis ce jeudi au groupement des écoles supérieures militaires à Binzao Zone. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et les anciens combattants Alexandre Lubatambo qui procédait à son ouverture a indiqué que le souci du président de la République et commandant suprême de FARDC est de faire des forces armées une armée républicaine et professionnelle. C'est au regard des missions lui assignées par la Constitution en vigueur. Il a mis un accent particulier sur des idées forces de la loi organique des FARDC, notamment l'affirmation de l'état des droits soumettant les forces armées à l'autorité civile établie par la loi, au respect des libertés fondamentales et à la protection de la dignité humaine
particulièrement de la femme. Le chef d'état-major général de FARDC intérimaire, le général Rigobert Massamba, s'est limité plutôt au rappel à l'intention des séminaristes et des organisateurs du sens de l'officier citoyen, de l'honneur et de commander. Selon lui, si l'officier citoyen est celui discipliné qui, par son comportement, son engagement et son attachement, devient le même vecteur de l'action civique, par contre l'honneur est le noyau central de la noblesse du métier de l'officier, tandis que commander conjugue la pensée à l'action, quelles que soient ses circonstances et ses variables. Aussitôt après l'ouverture de la deuxième session du séminaire des officiers militaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Loubatambo, a conféré avec l'ambassadeur de Belgique en RDC, Dominique de Struye, a saisi cette opportunité pour présenter ses félicitations à son interlocuteur et de faire l'état des lieux de la coopération entre Bruxelles et Kinshasa dans le domaine militaire. Rappelons que cette coopération est centrée sur la formation des bataillons, dont la Belgique a déjà formé le 321e et 322e bataillon. Aussi souhaite-t-elle poursuivre cette coopération afin que les FARDC puissent disposer des bataillons opérationnels sur le terrain pour la protection de la population. Le chef de la mission diplomatique des États-Unis d'Amérique, James Entwisler, a voulu cependant se faire connaître auprès du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Loubatambo. Il a examiné avec lui la problématique de lutte contre l'impunité et les droits de l'homme vis-à-vis des hommes de troupe. Selon lui, le bénéfice de la coopération militaire entre Kinshasa et Washington est perceptible à travers le bataillon formé et déployé à Dungu contre les LRA. Un bon nombre d'officiers militaires de FARDC est aussi admis dans les écoles militaires américaines dans ces cadres précis. La ministre des Gens, Famille et Enfants s'est entretenue ce matin avec les partenaires membres de l'équipe technique de lutte contre les violences sexuelles. Hier, par contre, Geneviève Inagosi Bouloï-Bambi a échangé avec les femmes juristes du Sud Kivu sur les problèmes liés à leur métier. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Bouloï-Bambi, s'est vue expliquer les plans d'action de structures qui travaillent sur les violences sexuelles et violences sur le genre. Plusieurs secteurs d'intervention sont concernés, assistance juridique de victimes, une série de formations dans le secteur de la sécurité, de la justice et de la police. Mais avant tout, les actions à accomplir au niveau de la prévention sur terrain par la sensibilisation. Il y a une impérieuse nécessité de renforcer la coordination des interventions de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre et à travers un seul système de coordination, de planification, de suivi et d'évaluation. Je leur ai également fait part de la vision de notre gouvernement qui est celle de se rapprocher davantage des populations. Avec la délégation de femmes juristes du Sud Kivu, venues déposer leurs doléances relatives aux conditions de femmes au sein de la magistrature, ce corps de métier qui laisse peu de place à la femme, pourtant égale compétence. La ministre Geneviève Inagosi a promis de se pencher sur ces dossiers. Nous avons commencé avec une campagne de pétition en province où nous avons recueilli beaucoup de signatures des gens qui, sur base de l'article 27 de la Constitution, ont considéré que c'était le moment ou jamais de présenter encore la question de la parité sur la table des discussions. Le compte à rebours a commencé pour l'opérationnalité de la fibre optique en République démocratique du Congo. Dans 45 jours exactement, tout sera fin prêt. En tout cas, le ministre Trifon Kinkie tient à la réussite de ce projet. Le ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, le professeur Trifon Kinkie, a commencé par une séance de travail avec le staff dirigeant de cette entreprise Heurtel, représenté par son directeur général, M. Antoine Pamboro. Les explications claires et précises ont été données au ministre sur la population utilisée par le réseau Heurtel, qui est implanté dans 365 agglomérations urbaines et rurales et dispose également de 69 stations terriennes et dispose également de 69 stations terriennes, ce qui fait 7 millions d'abonnés à ce jour. Il propose divers services téléphoniques, GPS, SMS, Internet mobile, pour ne citer que cela. S'en est suivi la visite des différents services en passant par le call center, services informatiques, fiscal, le NTC ou le centre des commutateurs qui a constitué le point de chute de cette visite. Le DG de Heurtel a brossé les difficultés rencontrées telles que l'absence des infrastructures routières pour l'acheminement des matériels, la surtaxe de l'importation de téléphones, la déficience du réseau public, la lutte contre la pratique frauduleuse des SIM-box,
par une réduction substantielle du taux de la taxe de régulation sur le trafic international entrant. Je pense principalement à la fibre optique qui doit absolument être exécutée. Il faut que la connexion de notre pays avec le réseau, l'autoroute internationale ait lieu. Pour le ministre, leurs attentes sont pertinentes et ont déjà trouvé des réponses dans la feuille de route du gouvernement de la République avec l'avènement de la fibre optique qui est l'une des priorités aux côtés du backbone et de l'obtention de la licence de la 3e génération. Les chefs coutumiers doivent être identifiés et reconnus. Ces derniers ont fait part de leurs exigences au ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, qui avait à ses côtés le vice-ministre Egide Ngokoso. Mireille Ndeke-Ami et Oscar Mbal pour le reportage. Les affaires coutumières sont aujourd'hui à la charge du ministère de l'Intérieur. Il était ainsi nécessaire que le nouveau venu à ces ministères, Richard Mouyej Monguez Mons, puisse ajouter dans son palmarès cette branche qui est même la base de la sécurité du pays. C'est dans cette optique qu'une représentation de chefs coutumiers de la RDC est venue solliciter une collaboration au ministre, afin qu'elles puissent ensemble revoir le cahier de charges pour une nouvelle orientation. Pour eux, les affaires coutumières méritent une attention particulière du fait de son importance vis-à-vis de la population. Pour ce premier contact, le chef coutumier souhaite qu'une étiquette claire soit bientôt définie et la reconnaissance de valeurs ancestrales. Avant l'audience, ils avaient remis 2 cadeaux au ministre comme au vice-ministre, une façon de bien accueillir le nouveau venu en leur accordant une collaboration sincère et comme pour dire « Allez-y, nous sommes avec vous ». Nous avions par la même occasion vu avec le ministre et son vice les priorités qui sont les nôtres au sein de l'Alliance, le chef coutumier, les travaux qui ont été faits au niveau de la 3e conférence de chefs coutumiers qui était tenue à Kikwit, présidée par le chef de l'État. Il y a eu certaines résolutions et le ministre à qui nous avions aussi demandé de nous assister pour mettre fin au vagabondage de chefs ou de faux chefs dans la ville qui ternissent l'image de l'autorité coutumière. La dite cérémonie a été sanctionnée par une photo de famille. Puis la réunion entre les directeurs généraux de la RTNC et les agents et cadres de la direction des langues nationales, parlons-en. Le directeur de langue nationale a eu à démontrer quelques difficultés qui entravent le bon fonctionnement de cette direction. Coucou Mamengi Panche. La RTNC a servi de cadre ce jeudi 24 mai 2012 à une importante séance de travail entre le directeur général de la RTNC, Christophe Kolomoni Ndibou, et les agents et cadres de la direction des langues nationales conduite par leur directeur Kangonga Mwamba, qui avait à ses côtés la présidente de la délégation syndicale Mama Jackie Dimwangala. Cette réunion, qui est la première depuis que ce comité de gestion est à la tête de la RTNC, était une occasion pour les agents et cadres de la direction des langues nationales de présenter leur désirata au numéro 1 de la RTNC, dans le but d'améliorer la qualité de travail au sein de l'entreprise. Dans un mémo remis au patron de la RTNC, la direction des langues nationales sollicite l'achat d'un nouvel émetteur pour la radio nationale, la dotation en matériel de travail tels que les caméras, les bancs de montage et les consommables, sans oublier la régularisation des situations administratives de collaborateurs qui font un bon travail remarquable. Un bon père de famille, Christophe Kolomoni Ndibou, a envisagé des solutions avec les travaux de réhabilitation de la RTNC en cours et a promis de s'inscrire davantage pour que les langues nationales présentent dans les meilleures conditions. Pour lui, les langues nationales sont une puissance qui peuvent tuer et qui peuvent donner la vie. Pour terminer, le directeur général de la RTNC a souhaité voir les agents et cadres de cette direction travailler dans l'harmonie, la famille et l'amour. Les députés élus du Katanga, du Bandundu et de Kasaï se déclarant de la langue et de la culture Tchokwe soutiennent le gouvernement et le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Ils sont venus de tous les coins de Kinshasa pour démontrer leur unité et témoigner de leur gratitude à l'égard du chef de l'État pour le bienfait à leur territoire de Chikapa. Les Lunda et Tchokwe, regroupés au sein de l'ULTK,
ont insisté par la voix de leur président sur la cohésion qui doit régner entre les élus de Chikapa siégeant au palais du peuple au cours de cette législature. Œuvrons pour la paix, a martelé les doyens des députés Oukoulou Lamajana Ibrahim, paix sans laquelle le développement ne viendra pas. Il a ensuite remercié les ressortissants de Chikapa pour la marque de sympathie et a promis de se mettre à leur disposition pour que lors du découpage territorial à venir, le peuple Tchoko et Lunda du Kasaï apportent leur pierre pour le développement de la RDC. À vous, nos frères et sœurs, votre présence en ces lieux prouve en suffisance votre soutien à vos dignes fils que vous avez votés pour être vos représentants. Nous vous remercions, nous vous souhaitons la bienvenue et vous en remercions. Les responsables des instituts supérieurs pédagogiques et ceux des instituts supérieurs techniques sont déterminés à émettre sur la même longueur d'onde que le nouveau ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, ceci en vue d'assurer un bon enseignement. Aimé Kouchou. Aventure Tchelo Luchima, 3 présidents de conseil d'administration, celui des universités, Monseigneur Tarsis Chibangu, celui des instituts supérieurs techniques, le professeur Payé, et celui des instituts supérieurs pédagogiques, le professeur Nsonsa. Tous venus exprimer leur point de vue commun pour des relations harmonieuses avec la tutelle. Statut barémique à confirmer sur base de propositions d'ores et déjà connues lors de la précédente magistrature, conditions de nomination des autorités académiques, respecter les textes légaux et réglementaires, et enfin la solution légale définitive pour les cas UPEN-SIDEP. Avec cette vision-là, nous espérons que les choses vont quand même pouvoir connaître, disons, les changements qui sont souhaités, disons, les conditions de travail et les conditions qu'il faut pour au niveau du personnel. Nous espérons que si tout cela peut bien fonctionner, nous arriverons à un fonctionnement des meilleurs. Autre proposition commune faite par les 3 présidents de conseil d'administration, l'organisation de l'Expo Essures 2012, elle devrait se tenir d'ici octobre, coïncidant ainsi avec le 14e sommet de la francophonie pour une résonance planétaire de cette exposition vitrine du savoir-faire scientifique, technique et culturel de la RDC. Le monde des affaires face aux mutations fiscales actuelles en République démocratique du Congo sur le thème de la 4e édition de la convention des membres du Full Gospel tenue dernièrement au Grand Hôtel Kinshasa. Raymond Marilelo et Raymond Likobelo ont signé ce reportage. Comme la République démocratique du Congo se développe par ses ressources, notamment l'impôt. Chaque Congolais est astreint à payer l'impôt sous diverses manières. La rencontre à la 4e convention des hommes d'affaires du plein évangile a servi de cadre pour la haute direction de la DGI de vulgariser la notion de l'impôt et de son obligation pour chacun des Congolais. Après plusieurs orateurs, le directeur général de la DGI, Dieudonné Lokadi Moga, a parlé de la TVA. C'est un impôt à impact général qui touche à tous les biens et services. Le DG Lokadi a démontré ce que la TVA peut apporter au trésor public. La 4e convention du Forum des opportunités d'affaires a été présidée par le frère Clément Ilunga, premier vice-président exécutif du Full Gospel de la République démocratique du Congo. Et nous croyons que l'effort que le gouvernement fait au travers de la reconstruction est un élément de motivation supplémentaire pour les hommes d'affaires, pour tous les citoyens d'apporter leur impôt. Nous croyons que les hommes d'affaires chrétiens sont résolument engagés à payer leurs impôts, à se soumettre aux lois de notre nation pour la prospérité de tous. Et nous croyons qu'après ce 4e forum, le 5e forum du mois de juillet, les 10 et les 11 juillet, va être une opportunité pour que nous puissions davantage mobiliser et sensibiliser. Et nous vraiment interpellons les hommes d'affaires chrétiens à soutenir l'action de l'État pour le bien-être de tous. Et nous interpellons aussi le gouvernement pour que les ressources mobilisées soient affectées pour l'intérêt de tous. Raymond Marilelo qui vient justement d'avoir une fillette dans sa famille, le bébé et la maman se portent à merveille. Les habitants du territoire des Yaouma en province orientale sont confrontés à des problèmes sociaux, pas des routes, pas des centres de santé, pas d'écoles viables. En tout cas, ces compatriotes tournent leur regard en direction de l'initiateur de la révolution de la modernité. Elle est l'un des plus vastes territoires du district de la Chopo dans la province orientale.
Ces territoires qui se trouvent en pleine forêt équatoriale, ceci est un avantage certain pour les différents groupements, chefferies et secteurs qui les composent. Car la nature généreuse offre aux habitants tout ce qu'il leur faut pour vivre. Viande, poissons, produits de sol. Yaouma produit également des grumes pour l'exploitation agricole et forestière. La richesse des eaux et de la forêt de ces territoires fait que Yaouma ne connaissent pas de problèmes, mais les décennies d'absence de l'action de l'État dans le domaine des infrastructures a fait qu'aujourd'hui, dans ces territoires de jeunes d'une vingtaine d'années qui ne connaissent pas encore la voiture, comme le témoigne le chef des collectivités Lobolo. Nous, la population, nous souffrons à cause du pont Loleka. Je suis né ici, j'ai vu l'homme blanc. À l'époque, le camion arrivait jusqu'ici pour acheter du riz, du café. C'était une très grande route. Les camions n'arrivent plus ici à cause de mauvais état de route. Il faudrait que l'État puisse arranger afin que le véhicule arrive jusqu'ici et que ce produit soit acheté. Il y a plus de 25 ans que les véhicules n'arrivent plus ici. Notre souci est de voir le pont Loleka être arrangé. C'est un petit pont de 25 mètres seulement. C'est aussi le cas pour le pont Loaka. Nous, les femmes de Yaouma, nous demandons à la première dame, Maman Olive Lembe Kabila, de nous aider pour le développement. Qu'elle nous aide à réhabiliter les écoles, les hôpitaux et les routes. Pas de maison, même en briques adobe, pas d'école où les enfants peuvent étudier dans des conditions minimales pour l'épanouissement de leur personnalité. Les populations du territoire de Yaouma, dans la province orientale, placent leur espoir en ce quinquennat du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, placé sous la vision révolution de la modernité. Le député national Patrick Bombelo Sanda, élu de Yaouma, nous confirme ici le problème de ces territoires. Il lance les cris d'alarme des habitants de Yaouma. Il faudrait d'abord que la population puisse soutenir les plans du gouvernement, les projets d'action du gouvernement. Parce que ces projets d'action, comme je l'avais souligné la fois passée, ça inclut un certain nombre de préoccupations de la population de Yaouma, notamment la relance de l'agriculture. La relance de l'agriculture, la relance de la culture des cafés, la culture des padis, et j'en passe. Il faudrait que le gouvernement puisse vraiment tenir compte de cet aspect-là, notamment encourager le Premier ministre dans la démarche faisant état de demander aux ministres d'être sur le terrain, de vivre eux-mêmes la vérité. Les populations de Yaouma espèrent fermement que ce quinquennat dit du social va booster leur vécu quotidien. Sur instruction du chef de l'État et recommandation du Premier ministre, le ministre des Affaires sociales a été dépêché à Goma dans le Nord Kivu pour s'enquérir de la situation des déplacés fuyant les troubles provoqués par les hommes de Bosco Ntaganda. Notre envoyé spécial Eugénie Dada Chabani y reviendra avec force de taille. Quelques communiqués nécrologiques dans ce journal. L'artiste musicien Paul Ndombe Opetum, Pépé pour les intimes, n'est plus. Il a tiré sa révérence ce soir d'une suite d'une attaque cérébrale. Pour rappel, Pépé Ndombe a fait ses débuts dans la musique au sein du groupe Super Fiesta des Kikwit et puis il s'est illustré dans Afrise International de Rochero Taboulay. Peu après, avec Sam Mangwana, Givano et autres, ils ont créé leur propre groupe Afrizam. Après un long parcours dans des petites formations musicales, Ndombe Opetum s'est retrouvé dans le tout-puissant Hockey Jazz, puis Bana Hockey jusqu'à sa mort. Il fut conseiller au ministère de la Culture et des Arts. À noter que cet artiste musicien se préparait à sortir son dernier album intitulé Tendresse. Le programme du deuil de Ndombe Opetum vous sera communiqué ultérieurement. Maître Edouard Kaboupaka Bitangui, la ministre honoraire des Affaires foncières, porte à la connaissance des membres des familles, amis et connaissances que, contrairement au programme jadis annoncé en rapport avec les obsèques de son père, André Bitangui, inspecteur de Poule, dont le Castaï, une petite modification a été apportée de la manière suivante. Jeudi, donc aujourd'hui, levé de la dépouille de la morgue de l'hôpital général pour l'espace dit City-Train vers Pont-Matete. Demain, vendredi, rapatriement du corps à Kananga pour son inhumation. Faisant suite à l'annonce du conseil d'administration du groupe d'études et d'intervention diffusé le 20 avril dernier relatif au décès de M. Alain Girard, son directeur général et doyen de la communauté française en République démocratique du Congo, il est porté à la connaissance des partenaires, amis et connaissances qu'une messe de requiem est organisée en mémoire de l'illustre disparu ce vendredi 25 mai à la paroisse Notre-Dame des Fatima.
Voilà, mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci pour cette demi-heure d'information que vous avez passée avec nous. Bonsoir. Ce journal d'information vous a été offert par